Voilà, donc du coup, alors comment me présenter? Avant de faire ce que je fais, j'avais un autre métier avant, j'étais avocate et je suis à la retraite maintenant et j'ai commencé mon activité d'auteur-illustrateur il y a 4 ans, à peu près 3-4 ans. Moi, j'ai toujours dessiné et j'aime beaucoup le monde de l'enfance et le monde imagé. Donc, on parlait avec monsieur tout à l'heure, j'ai toujours beaucoup aimé la photo, le dessin, tout ce qui est en relation avec l'image et mettre le texte en relation avec l'image, je trouve que c'est quelque chose de très agréable parce que ça permet d'écrire différemment en fait. On n'écrit pas pareil quand on écrit que du texte, parce que je fais aussi des romans, mais quand on écrit en relation avec l'image, il y a une complémentarité et ça permet d'avoir quelque chose de plus vivant. Et moi, j'aspire à aller vers des choses légères, colorées, vivantes. C'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Alors, comment j'ai commencé? J'ai commencé par faire un premier petit livre qui s'appelle Promenons-nous sous la pluie. Donc c'est une petite promenade toute douce où on va à la rencontre des animaux. Donc c'est devenu une petite série, ça s'appelle Les Promenons-nous. C'est édité par un éditeur local qui était à Saint-Estève. Et celui-ci, il y a 1 ou 2 phrases par image. Tout est en rime. Et il y a toujours un petit moment de câlin ou de chatouille. Un petit moment, je me mets à la place du parent qui est lecteur, puisque moi-même, j'ai beaucoup lu d'histoires à mes enfants. Et c'est un moment, surtout quand on a travaillé la journée, on est fatigué. On ne veut pas que ça dure trop longtemps non plus, parce qu'on n'a pas trop de temps. Et on aime bien avoir un petit moment de calme où on partage. En fait, moi, je le vois comme un moment de partage. Et donc, du coup, dans ce premier livre, alors c'est le hasard, j'avais mis un petit doudou que j'avais fabriqué. J'aime bien inventer des doudous. Donc, qui était dans l'histoire. Et il y a une maman qui l'a acheté qui m'a dit « Ah, mais ma fille va chercher son doudou dès qu'à ce passage. » Alors, entre-temps, j'avais fait un autre Promenons-nous, qui était Promenons-nous à la ferme. Alors, toujours le même style avec des rimes. Et là, c'est plus les animaux de la ferme. Alors, toujours des petits animaux impertinents. Il y a de la tendresse aussi dedans, des câlins, des petits animaux impertinents. Et là, je n'avais pas fait de doudou. Et donc du coup, comme la maman m'a dit ça, après j'ai mis en scène le doudou dans les histoires. Donc le 3e de cette série, c'était dans la savane. Donc celui-ci, je l'ai écrit en plein confinement. J'avais vraiment besoin de voyager, donc j'ai voyagé avec les dessins. Donc là, je suis partie en Afrique. Alors ça permet aux enfants de découvrir les animaux de la savane. Donc toujours pareil avec un peu d'impertinence, des petits passages de tendresse et d'humour. Et puis le 4e de la série, donc celui-ci, sur le Canigou, puisque ici, dès qu'on se promène, on voit la montagne du Canigou, forcément, ça inspire. Alors, donc, on a un petit garçon là qui va se promener sur le Canigou, il va partir en randonnée, il amène son petit âne, donc le petit doudou qui est là. Et sur mon blog, j'explique, j'ai mis un tuto pour faire les doudous, ils sont accessibles à qui veut. Voilà, donc ça commence en voyant le Canigou, et le petit va partir sur le dos de l'âne donc catalan, monter la montagne pour découvrir les animaux. Et là, il va découvrir tous les animaux qu'on trouve vraiment dans la Pyrénées-Orientales, c'est-à-dire il est documenté, région en fait, avec des animaux qu'on ne croise pas forcément tous les jours, mais qui existent et qu'on pourrait éventuellement croiser. Et donc, toujours pareil, une petite histoire avec de l'impertinence, des petits animaux rigolos, assez expressifs, tout en rime. Et ça se termine, il arrive en haut du Canigou et donc j'ai mis le train jaune, même si on ne le voit pas du Canigou, j'ai mis le petit train jaune, sinon les enfants auraient eu un manque ou les parents ne pas trouver le petit train jaune en voyant un livre sur le Canigou. Donc ça, c'est les 4 petits Promenons-nous, on va dire c'est des livres pour les petits à partir de 1 an jusqu'à 5 ans. Il y a des parents qui achètent, celui-ci pour une première lecture, mais c'est vraiment, pour moi, c'est plutôt la petite histoire du soir, tranquillement, pour apaiser les enfants et passer un moment avec eux. Alors au tout début, en même temps, j'ai écrit un roman. Alors c'est un roman qui n'est pas que pour les enfants. En fait, c'est un roman familial. C'est un petit conte écologique qui se passe dans la région. Alors l'histoire, c'est Papy Jordi, qui habite à Sayagouz, qui a un petit-fils qui habite à Paris, qui s'appelle Théo. Et Théo, en fait, la maman de Théo, donc qui est la fille de Papy Jordi, c'est un peu éloignée de son papa. Elle vit à Paris, c'est un peu la businesswoman. Elle occupe beaucoup son fils. Tous les soirs, il a une activité, un petit peu comme dans les vies qu'on a aujourd'hui pour les enfants. Les enfants sont très, très occupés, plus que ma génération à moi, en tout cas.
Et donc du coup, ils ont oublié de prévoir les vacances de Théo et ils lui disent tu vas aller passer les vacances chez ton papy en Cerdagne, à Sayagouz. Et le petit, il n'a pas du tout envie d'avoir son grand-père en pleine campagne. Donc il négocie une tablette avec la 4G. Bon, maintenant ce serait la 5G. Là, quand j'ai écrit, c'était la 4G. Et il se retrouve à Sayagouz. Il débarque chez son grand-père. Et là, catastrophe, il a oublié le chargeur de sa tablette. Donc du coup, pas d'internet. Mais le papy est super sympa. Il lui dit, pas de souci, je vais t'amener à Prades. On va acheter un chargeur de tablette. Donc ils partent. On the dash, il a une vie de chevaux, le papy, et il dit mais je dois déposer un colis chez une voisine. Donc il s'arrête et en fait la voisine c'est une fermière, elle a des vaches et il y a une vache qui vient de véler. Donc du coup le petit va se retrouver dans cette ferme avec un petit veau qui vient de naître. C'est le petit parisien, hein, il connaît pas du tout la vie à la campagne. En plus il y a une petite fille qui s'appelle Lucie à la ferme qui va pas mal se moquer de lui. Donc voilà la première journée qui se passe. Donc première journée, on a oublié la tablette parce qu'il s'est passé autre chose. Et en fait, chaque jour, comme ça, il va se passer quelque chose, tant et si bien qu'un jour, il va découvrir un carnet. Donc, son papier, je ne raconte pas parce qu'il y a plein de surprises dedans. Il y a fait une surprise, il l'a installé dans une chambre particulière dans la maison. Il a fait une surprise. Bon, le papier est très fantaisiste, hein, il a beaucoup d'humour. Et le petit, lui, au début, ils vont s'apprivoiser. Le petit trouve ce grand-père un peu fantasque, mais en fait, le gamin, finalement, il a un peu les gènes du grand-père aussi. Donc, très vite, ils vont chacun se challenger avec leur humour et il y a une histoire assez tendre qui va naître entre eux. Et le petit va faire une découverte sur sa maman dans le grenier, il va découvrir un carnet de dessin que sa maman faisait quand elle était petite. Et il va découvrir que sa maman, qui est super businesswoman, super occupée à Paris et tout, en fait, quand elle était enfant, c'était une enfant qui aimait la légèreté, les animaux, dessiner, etc. Et ça va lui faire une espèce d'électrochoc parce qu'aujourd'hui, sa maman, elle a toujours son smartphone à la main, ils sont tous très connectés et donc il va décider de faire quelque chose. Alors là, je raconte pas parce que sinon vous connaîtriez la fin. Et donc du coup, il va se passer des choses en fait au niveau de toute la famille. Donc ça concerne aussi bien le papy Jordi, que Théo, le petit-fils, qui est en 6e, que la maman. Et avant tout, c'est une histoire en fait intergénérationnelle. Donc c'est une histoire d'amour entre un grand-père, sa fille et son petit-fils. Et en même temps, c'est un conte écologique puisque on découvre la nature. Et on découvre aussi la Cerdagne. Donc c'est un livre en fait qu'on peut lire dès qu'on commence à lire. Pourquoi ? Parce que ce sont des chapitres courts, ils font 3-4 pages. Mais c'est un livre aussi que beaucoup de parents et de grands-parents achètent parce que ça leur rappelle un petit peu l'enfance qu'eux ils ont vécue du temps où on n'avait pas les tablettes et on jouait autrement. Et dans l'histoire en fait on voit que Théo, qui n'est pas habitué en fait à cette vie simple, finalement, il va adorer ça, au point de faire quelque chose pour sa famille. Donc ça, c'était mon premier roman. Et alors, la couverture que vous voyez, qui est très jolie, c'est pas moi qui l'ai dessinée. À l'époque, je suivais des cours d'illustration avec Romain Pujol. Alors, Romain Pujol, c'est un scénariste et dessinateur connu en BD pour les enfants. Alors, c'est le premier dessinateur des Lapins Crétins. Il a fait les 10 premiers tomes, donc il est très connu, évidemment, des enfants. Bon, il n'y a pas beaucoup de paroles dans les Lapins Crétins. Mais il a fait également Avni, donc qui est une série de BD pour les enfants, d'ailleurs qui existe en espagnol, qui existe même en catalan, qui est traduit en plein de langues. Il y en a une dizaine d'Avni. Et il travaille également pour le journal de Spirou. Après, il a fait d'autres BD. Donc, du coup, quand il a lu ça, il me dit, écoute, Mylène, il me dit, t'es vraiment faite pour faire de la BD, je veux que tu travailles avec moi, je voudrais qu'on fasse quelque chose ensemble. Et moi, j'ai dit, mais la BD, j'en lis pas spécialement. Bon, j'ai lu comme tout le monde Tintin, Lucky Luke, mais j'étais pas une amatrice, on va dire, de BD. Il m'a dit, si, t'es faite pour ça. Et il me dit, moi, je ne sais pas faire de BD longue, je ne sais faire que de la BD de gag, c'est-à-dire les Lapins Crétins. Enfin, vous avez plein de BD pour les enfants, si vous regardez bien, c'est des BD de 4 cases ou de 8 cases, c'est-à-dire ce ne sont pas des histoires entières. Et même les BD, vous avez beaucoup de BD pour enfants, il faut acheter 4-5 tomes en fait pour avoir une histoire entière. Donc lui, il voulait qu'on fasse une histoire entière. Et donc on s'est vu plusieurs fois et il me dit, voilà, moi quand j'étais petit,
j'ai été harcelée. C'est pas un secret que je révèle parce qu'il le raconte dans le dossier de presse. J'ai été harcelée à l'école. Donc lui, Romain, il a 33 ans. Donc déjà, ça fait un certain temps quand même. Mais on va dire qu'il est jeune, en tout cas par rapport à moi, il est jeune. Il est à l'âge de mes enfants. Et donc du coup, il me dit à l'époque, je ne comprenais pas ce qui m'arrivait et mes parents non plus ne comprenaient pas. Et j'aurais bien aimé qu'il y ait une BD qui me permettent de comprendre un peu ce qui se passait, tout en sachant que lui n'aime pas lire des choses trop sérieuses. Et ce livre, il a aimé parce qu'il est en mode humoristique, en fait. Il n'est pas du tout en mode moralisateur contre les écrans, il est plutôt en mode positif, d'être positif dans la communication pour donner envie, plutôt que de sanctionner le fait d'être sur des écrans. Et donc, du coup, est née l'idée de faire cette BD. Donc c'est pour ça que je suis venue surtout aujourd'hui pour la présenter. Et Elisa de Torcatis a fait la gentillesse de venir et d'apporter la BD. Le codex de Théo, alors je vous le montre. Donc il a plusieurs particularités. Alors, d'abord, c'est une belle BD. Donc, je peux le dire parce que c'est pas moi qui l'ai dessinée, mais vous le voyez, c'est un bel objet. Elle fait 80 pages, la BD. On a une couverture cartonnée. On a une histoire entière, en fait, dans la BD. On n'est pas obligé d'acheter plusieurs tomes. Alors, au niveau de Théo, alors il s'appelle Théo aussi, bon, on l'a appelé comme l'autre parce que ça plaisait à Romain, il voulait Théo, bon c'était déjà pris, il y en a un qui s'appelle Théodule et celui-ci s'appelle Théotime, mais sinon donc il s'appelle Théo tous les deux. Donc au début de l'histoire, en fait Théo, il espionne le journal de sa petite sœur, donc c'est très girly, sa petite sœur s'appelle Zoé, lui il est dans une famille en fait très bienveillante qui s'occupe bien des enfants et on a un peu tous les styles. On a la grande sœur Ambre qui est une activiste, c'est une ado activiste qui a une green team qui est une brigade verte parce qu'elle est activiste sur le plan écologique. Donc c'est une gamine qui est très active. Il a une petite sœur Zoé qui elle c'est complètement l'inverse. C'est les tutus, les paillettes, très superficielle. Elle se moque de plein de choses. Et il a un petit frère aussi, donc une famille nombreuse. Et au début donc il est un peu harceleur lui-même puisqu'il espionne le journal de sa sœur et il va se faire pincer par le père. Donc comme il se fait pincer par le père, il ne peut plus espionner, donc ce journal va lui manquer. Et il rentre au collège, donc en 6e, et quand il rentre au collège, ce collège est construit sur un ancien monastère dans lequel il s'est passé des choses au Moyen-Âge et il y a un sous-sol mystérieux dans lequel il se passe encore des choses. Donc il va se passer une aventure dans les sous-sols du collège et au fur et à mesure que Théo va avancer, il va ressentir le besoin, lui aussi, d'écrire ses émotions, on va le voir évoluer. Donc du coup, il ne va pas tenir un journal, lui, un vrai journal classique avec un joli carnet, etc. Il va écrire sur des supports complètement improbables, donc on va retrouver au fur et à mesure de la BD, ça peut être n'importe quoi. Ça, donc je ne révèle pas parce qu'il y a plein de choses assez rigolotes. Ça peut aider aussi à résoudre l'énigme qui est à l'intérieur de la BD. Et c'est pour ça qu'on l'a appelé le codex, parce qu'à la fin, on va regrouper la BD. Donc la BD, ça représente à peu près 90-95% du livre. Mais il y a cette partie journal qui permet aussi au héros de confier ses émotions. Alors ça nous intéressait aussi parce qu'on a fait une vraie BD distrayante d'aventure. Donc nous, notre truc, c'était l'humour. On a mis beaucoup d'humour dedans. Et c'est un peu en mode thriller scolaire, un peu comme le Club des 5, mais façon moderne en fait, avec un dessin un peu style manga. Et ce qu'on a voulu faire, donc comme on voulait traiter du harcèlement scolaire, on en a traité mais de façon très distillée, c'est-à-dire que on montre aux enfants par l'évolution de Théo, on le voit découvrir le harcèlement et lui au début il s'en fiche complètement, jusqu'à qu'il y ait un de ses amis à lui qui se fait harceler et il comprend pas pourquoi son ami se fait harceler, il dit mais il est fragile, pourquoi il réagit pas, mais il va quand même s'intéresser à lui, donc il va aller parler avec lui, puis petit à petit ils vont essayer de faire quelque chose. Donc c'est pour amener nos jeunes lecteurs en fait à suivre un peu le raisonnement de Théo, à essayer de comprendre comment se passe le harcèlement, à sortir du silence celui qui se fait harceler, à montrer qu'on est présent pour lui, on fait jouer la solidarité, on fait jouer l'amitié, on fait jouer l'humour aussi parce que ça aide aussi un peu à dédramatiser des situations et
et aussi, donc, on donne des outils aux enfants. Alors évidemment, sur une histoire, on ne va pas donner tous les outils. Mais nous, on n'a pas voulu faire de la BD lourde avec tous les outils sur le harcèlement. Donc, on fait une illustration de l'évolution d'un jeune qui est un peu je m'en foutiste, il faut dire les choses comme elles sont, mais qui a du cœur et qui est intelligent. Donc, il va évoluer, qui va trouver des solutions pour aider son ami. Et alors, ce qu'on a fait, c'est une autre particularité de la BD. Donc il y a une vraie aventure qui n'a rien à voir avec le harcèlement, mais qui est dedans. Et à la fin, on a mis une fiche pédagogique. Dans la fiche pédagogique, elle est accessible aux enfants. Il y a des QR codes là qui permettent de scanner, puisque maintenant c'est la mode de faire ça. Donc du coup, ça permet d'accéder directement aux sites qui sont prévus avec toutes les explications. Alors plus pour des adultes qui sont données sur le harcèlement. On a également le site, ils ont créé en France un titre d'ambassadeur contre le harcèlement. Alors selon les collèges, ils appellent ça, les écoles, ils appellent ça sentinelle ou ambassadeur. Et donc du coup, on accède aussi à ce site. Donc ça peut donner à des enfants l'envie d'être ambassadeur contre le harcèlement. Alors je suis allée faire une intervention scolaire en Andorre. J'ai rencontré 150 enfants et il y a une trentaine qui se sont proposés pour devenir sentinelles contre le harcèlement. Donc ça veut dire que les enfants, quand on leur en parle, de façon concrète, après j'imagine qu'il y a des tas de façons d'en parler. Bon, moi j'en ai parlé de façon comme je vous parle à vous, de façon très simple. Simplement, ce que j'ai expliqué aux enfants, je leur disais, vous avez le pouvoir, vous ne pouvez pas tout demander aux adultes, parce que les adultes, ils sont parfois occupés, parfois ils ne comprennent pas. Donc vous aussi, vous êtes des relais, on ne peut pas toujours accuser les adultes de ne pas faire ce qu'il faut. Il y a des familles, là c'est le cas de la famille de Paul qui se fait harceler, des familles qui ne sont pas trop disponibles parce qu'elles ont des soucis, elles ont un travail pénible. Lui, il a un frère handicapé, donc c'est un peu compliqué pour lui. Et après, le personnel d'encadrement au collège ou à l'école, voilà, il a les moyens qu'il a, il voit pas tout. Il y a de la manipulation aussi quand il y a du harcèlement. Voilà, donc du coup, alors ce qui a changé aujourd'hui par rapport à notre époque, c'est que aujourd'hui les enfants sont les réseaux sociaux. Parce que nous, à notre époque, qu'est-ce qu'on avait? D'abord, je pense qu'on avait quand même des parents de manière générale qui étaient plus sévères. Moi, quand j'en parle avec des gens, ils disent souvent si on avait une punition à l'école, les parents, il a doublé. Donc il y a quand même un changement d'approche de l'éducation des enfants. C'est comme ça, sans porter de jugement. Souvent, enfin pas tous les parents, mais souvent c'était quand même un peu sévère. Après, les professeurs aussi avaient plus de pouvoir de faire de la discipline qu'ils n'en ont aujourd'hui. Et surtout, le gros changement qui est majeur pour le harcèlement aujourd'hui, c'est que quand les enfants rentrent chez eux, ça ne s'arrête pas parce qu'il y a les réseaux sociaux. Alors que nous, quand on rentrait chez nous, on était chez nos parents, on était en sécurité, on ne continuait pas à être harcelés. Alors qu'aujourd'hui, les enfants, à cause des réseaux sociaux, malheureusement pour eux, ça ne s'arrête pas. C'est-à-dire, si s'est passé quelque chose dans la journée, c'est diffusé le soir et ça s'amplifie et ça peut atteindre beaucoup de vues. Voilà, donc ça c'est la BD. Et après, donc les deux derniers que j'ai faits, donc alors ceux-là sont tous édités par des éditeurs. Là, c'est édité à Perpignan. Là, c'est une la BD franco-belge et on est recommandé par le Monde des ados aussi, donc ça c'était plutôt sympa. Et après, j'ai voulu faire deux histoires qui me ressemblaient vraiment au niveau de ma façon de voir les choses. Donc là, je les ai auto-éditées parce que je voulais le faire à ma façon. Donc je les ai dessinés également. Donc celui-ci, c'est l'histoire de Biscotte. Donc, alors ici, il y a plusieurs exemplaires parce qu'au Centro, ils ont commencé à en fabriquer. Donc, alors c'est l'histoire de Lou et son ami secret. Donc Lou, c'est un petit garçon et il a un ami secret qui s'appelle Biscotte. Donc Biscotte, il peut le plier, le mettre dans sa poche. C'est son confident. Personne ne le voit. Il lui donne confiance en lui. Donc du coup, dans cette histoire, l'ami secret, il est un peu magique évidemment puisqu'on raconte une histoire aux enfants. Il va amener le petit garçon qui s'appelle Lou, vivre un rêve fantastique et dans le rêve, il va vaincre ses cauchemars super facilement, il va faire du trampoline sur un nuage, il va faire de la balançoire sur la lune, il va vivre un rêve fantastique, rencontrer ses amis et c'est pour montrer qu'un enfant peut avoir confiance en lui. Quelquefois, alors les psychologues valident ce genre d'aide parce qu'en fait c'est une aide qui est facile pour l'enfant, c'est un petit objet, c'est tout petit, ça le rassure et en même temps, dans l'histoire, il est rigolo. Donc l'histoire est rigolote. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai fait il n'y a pas longtemps.
Et donc du coup, j'avais créé le doudou et on m'avait demandé à un salon si je pouvais pas vendre le tissu pour le faire, parce que ça oblige les couturières à aller chercher du tissu de plusieurs sortes, parce qu'il y a plusieurs matières. Et je l'ai également tricoté. Alors c'est pareil, sur mon blog, il y a le tuto pour le faire. Il est super facile au tricot. Ça prend en 2 heures, il est fait. Il est vraiment très très facile. Et donc ça permet, quand on raconte l'histoire à l'enfant, si on a quelqu'un qui tricote ou on a la chance d'être adhérent au Centro Espagnol, de pouvoir fabriquer le doudou et de l'offrir à l'enfant en plus. Et après le petit dernier, alors celui-ci il est un peu triste au niveau du thème, même si je pense que c'est indispensable d'avoir des livres sur ça. Il est en français et en catalan, il est bilingue. Alors moi je parle pas catalan, mais mon mari est catalan et j'ai des copains qui font du catalan littéraire, donc qui ont fait la traduction en catalan avec mon mari. Alors là, c'est l'histoire d'une petite fille qui a un deuil dans sa famille et donc il va rencontrer un oiseau qui va l'amener à avoir une vision poétique et allégorique de la personne qui est disparue, pour pouvoir alléger ses épaules de toute la lourdeur des funérailles qu'elle vit avec les parents. Là, c'est pareil, les parents n'ont pas forcément les mots pour parler aux enfants. Et donc du coup, elle va pouvoir repenser, c'est sa grand-mère qui est décédée, elle va pouvoir revenir dans la maison et être allégée de sa peine et avoir une vision, se dire qu'elle peut rire en pensant à sa grand-mère et qu'elle n'est pas obligée d'avoir une vision trop triste, et juste se rappeler que les bons souvenirs, toutes les bonnes choses et tout ce que sa grand-mère lui a transmis, et de se dire que sa grand-mère est toujours dans son cœur. Voilà, donc ça c'est le petit dernier. Et voilà, je crois que j'ai fait le tour. Je ne sais pas si vous avez des questions à me poser. La BD, c'est pour quel âge? Alors, la BD, c'est 8-14 ans. Alors, il y a des parents qui l'achètent pour plus jeunes, mais souvent, ce sont des parents qui sont lecteurs de BD eux-mêmes. Et alors, autour de moi, je vois qu'il y a des grands-parents, par exemple, qui l'achètent, mais qui le lisent avec leurs petits-enfants. Mais nous, le public qu'on vise, c'est 8-14 ans. Alors pourquoi? Parce que dans l'histoire, c'est une histoire quand même qui est assez puissante, on va dire. Puisque on parle du harcèlement, il y a aussi il y a des méchants qui œuvrent dedans. On parle du bien-être animal aussi, donc il ne faut pas être 8 ans, je pense que c'est un bon âge. Ah oui, ce que je vous ai pas dit, c'est qu'il va y avoir un tome 2. Alors on a décidé avec Romain de s'attaquer à un autre thème qui n'est pas un thème commercial, on va dire. C'est la violence qui est faite contre les enfants. Donc c'est pareil, on a fait une aventure avec beaucoup d'humour. C'est compliqué, mettre beaucoup d'humour dans une histoire qui parle de violence contre les enfants, mais on l'a fait. Donc il y a une vraie aventure, et c'est pareil, c'est pour donner des outils aux enfants, pour repérer ceux qui sont violentés et les sortir du silence, les sortir de l'isolement en fait, et montrer que les enfants aussi, ils ont le pouvoir d'aider leurs copains quand Alors ça ne veut pas dire qu'ils doivent agir tout seuls. Bon, nous évidemment, on a une histoire genre le Club des 5, donc forcément nos héros, ils font plus que ce qu'on ferait dans la vie. Mais à la fin, sur la fiche pédagogique, on leur dit attention, faites pas comme nous. Vous avez des parents, vous avez des adultes responsables autour de vous, mais ça permet de donner aussi un outil sur ça. Et si jamais on en vend assez, le 3, ce qu'on veut faire, c'est sur le handicap mental et physique. On veut aussi... bonsoir. On veut aussi parler d'inclusion des handicapés à l'école, aussi bien de handicap mental que physique, mais toujours pareil, sans victimiser les handicapés, en parlant de façon légère, pour bien montrer que les handicapés ils ont notre place dans la société avec leurs difficultés. Comme j'ai expliqué aux enfants, la fragilité d'un enfant qui est harcelé ne veut pas dire que c'est une faiblesse, c'est juste une fragilité. Mais si le monde qui est autour de lui est un peu plus solidaire, cette fragilité, en fait, elle est une force, parce que souvent, vous avez des qualités qui sont liées à votre fragilité. Votre sensibilité vous permet d'être plus créative, d'être plus empathique, etc. Donc, il y a aussi des atouts. Et l'idée, c'est de montrer que dans la société, même quand vous avez des difficultés, si les autres personnes autour acceptent d'ouvrir les yeux, de vous parler, voilà, ça permet de rendre les choses plus faciles pour tout le monde. Alors, je sais que c'est pas des sujets forcément comme ça en apparence léger, mais on a quand même réussi, si vous la feuilletez, vous pouvez la feuilleter, on a réussi à faire quelque chose quand même de drôle, parce que les enfants l'aiment bien, ils rigolent bien, mais en même temps ils perçoivent tous ces petits signaux qui sont, pour moi, qui sont des signaux d'humanité avant tout, qui sont pas, et c'est la même chose qu'on retrouve là, mais sur des sujets plus en relation avec la nature là. Voilà. Donc 8-14 ans pour le dire facilement.
Pour celui-ci, alors le roman, il peut être lu dès qu'on commence à savoir lire. Et il peut être lu jusqu'à 100 ans, si on veut. Alors, moi, Ah, c'est marrant parce que moi, je l'avais fait en roman jeunesse, mais alors, en fait, je l'avais envoyé, pour tout vous dire, je l'avais envoyé à Hachette, qui m'a répondu spécifiquement sur mon livre. On me dit, on ne vous le prend pas parce qu'il n'est pas assez long. Mais sinon, il me l'aurait pris. Mais il me l'aurait pris en roman familial. Donc j'étais contente parce que pour moi, étant auteur débutant, on va dire, j'étais contente d'avoir ce retour d'Hachette. Alors, autour de moi, là, je fais du sport à la SPTT et je l'ai présenté. Et en fait, tous les copains de la gym sont en train de l'acheter parce qu'ils se régalent. Et ils n'ont pas 20 ans, hein, ni 10 ans. Voilà, donc parce qu'en fait, ça revient un peu à des relations telles qu'on les aimerait et que souvent on les a connues quand on était enfant. Voilà, les relations, je pense, dont tout le monde a besoin en fait. Donc ça peut se lire à partir de 6-7 ans, enfin quand on sait lire. Alors c'est facile pour les jeunes lecteurs parce que comme les chapitres sont très courts, et il y a pas mal de suspense aussi, donc du coup on a envie de lire la suite. Mais comme les chapitres sont courts, on peut lire 3 pages le soir. Mais même j'ai une maman qui l'a acheté, son petit garçon a 4 ans, et c'est elle qui lit tous les soirs un chapitre. Parce qu'elle rigole avec lui en lui racontant, comme c'est rigolo. Donc il y a un vocabulaire qui est marrant aussi, donc du coup voilà. Et ça peut être lu par toute la famille parce que ça parle au cœur des gens. Avec plaisir. J'avais 2 questions pas sur le contenu du livre, mais vous abordez quand même des sujets sérieux, bon, avec l'humour dont vous me parlez, je n'ai pas forcément lu. Est-ce que vous vous entourez comme ça je sais pas, de conseils, de personnes qui vous disent comment aborder ces thèmes, de psychologues, ou est-ce que vous le faites vous à l'intuition? Et ma deuxième question, oui. C'est est-ce que vous avez dit avoir un passé d'avocate? Est-ce que ce passé-là, cette expérience-là a joué dans cette façon de poser ces thèmes? Alors, mon expérience d'avocate, non, parce que j'étais fiscaliste, donc je n'étais pas sur ces domaines-là. Par contre, avant d'être avocate, j'ai travaillé dans un grand groupe, Alcatel, pour ne pas le citer. Et en fait, j'ai été témoin, moi, de harcèlement. Et j'ai vu comment le harcèlement moral en entreprise fonctionnait. Et en fait, c'est une expérience qui... Alors, moi, j'ai lu le livre de Marie-France Irigoyen qui s'appelle Harcèlement moral, qui est vraiment un excellent livre sur ce sujet parce qu'il est très pragmatique et il explique vraiment comment ça se passe. Ça parle en gros des pervers narcissiques. Hein. Mais quand vous savez comment se passe le harcèlement en entreprise, vous comprenez comment se passe le harcèlement entre les enfants. C'est la même chose. C'est exactement la même chose. À part que dans un monde, dans une entreprise, a priori, vous avez donc des adultes normalement qui devraient faire preuve d'empathie, mais c'est la même chose que les enfants. En général, ils baissent les yeux, les adultes. Alors, je ne porte pas de jugement, hein, parce que malheureusement, c'est comme ça, c'est plus facile. Et un peu, c'est ce que se dit Théo au début. Moi, je ne suis pas touchée, donc comme je ne suis pas touchée, en entreprise, c'est un peu pareil, parce que chacun tient à son poste, à son emploi. Il y a quand même des emplois à la clé. Donc, j'avais, moi, eu une expérience de harcèlement en entreprise et j'ai pu voir comment ça fonctionnait. Alors, c'est vrai que mon expérience de juriste m'a apporté quelque chose d'important. C'est que comme j'ai une formation juridique, j'ai des réflexes de juriste. C'est-à-dire, je connais le texte. Et comme je connais le texte, je sais qu'on ne peut pas se débattre dans des choses qui ne servent à rien en termes de plainte, en termes de description un peu hystérique des choses. Ça ne sert à rien, même si c'est ce que ressentent les personnes, les victimes, et malheureusement, qu'elles ont envie d'exprimer. Mais malheureusement, ça n'a pas d'effet. Ça n'a aucun effet. Au contraire, ça a un effet de rejet. On dit que ce sont des personnes fragiles, on les écarte, etc. Alors après, on est 2. Hein. Il y avait Romain avec moi, Romain Pujol, qui lui l'avait vécu en tant que jeune collégien, et donc qui a 30 ans de moins que moi, et qui est dessinateur. Donc du coup, on avait 2 univers quand même différents, et on a complètement combiné nos façons de penser. Donc ça, c'était super important dans notre façon de faire. Après, l'intuition, je ne sais pas si c'est l'intuition, je dirais que c'est plutôt l'expérience. Parce qu'on a chacun dans notre vie, alors un des avantages de l'âge, c'est que plus on avance en âge, plus on a d'expérience. Et si on veut rester positif, c'est parfois difficile d'être positif, si on ne veut pas s'aigrir,
eh ben, on essaie de trouver des ressources pour avancer et trouver un peu des relais avec l'amitié, avec je sais pas, plein de choses. Après, c'est très personnel, hein, selon les personnes qu'on rencontre, l'amour de la nature. Quelquefois, on a la chance de rencontrer des personnes extraordinaires, comme un grand-père, par exemple, moi qui est mon grand-père. Donc, du coup, excusez-moi. Donc du coup, ben, voilà, ça aide à dépasser. On a envie que d'autres personnes profitent de cette expérience. Non, c'est pas tout à fait de l'intuition, c'est vraiment de l'expérience. Mais par contre, ce qui est de bien, c'est que c'est une expérience, on s'en rend compte, c'est une expérience souvent partagée avec des personnes. Mais les personnes, elles parlent pas forcément. Donc si on peut leur apporter quelque chose de positif, moi je pense qu'on doit aller vers le positif. Et moi je pense aussi qu'aujourd'hui, on doit faire confiance aux enfants. Parce qu'aujourd'hui, on a tous tendance un peu à critiquer tous ces trucs des écrans, de la société de consommation. Mais malheureusement, on est sur une société qui est ce qu'elle est, avec ses avantages aussi. Et les enfants, il faut vraiment qu'on leur fasse confiance pour qu'eux, ils puissent apporter quelque chose construire aussi. Donc c'est pour ça que moi je me suis tournée plutôt vers les littératures enfantines. Après, j'ai écrit pour les adultes aussi, mais c'est en cours de contact avec les éditeurs, puisque j'ai fait une BD et un roman qui est sur les Justes de Cerdagne. Alors là, ça sera franco-espagnol pour le coup, parce que ce sont les Justes de Cerdagne qui ont aidé les enfants juifs pendant la guerre à passer au côté espagnol. Et puis sans parler des Justes, aussi les gens en Cerdagne qui ont fait passer aussi les Espagnols côté français. Donc là j'ai un roman adulte qui est, là pour le moment je l'ai envoyé à des éditeurs, pour le moment j'ai pas de retour, et j'ai fait une BD aussi sur ça. Voilà, donc je m'intéresse à des sujets aussi qui sont quand même beaucoup sur l'humain et la transmission. Et j'ai aussi un autre projet qui est écrit, hein, qui est sur l'adoption d'un chien. Donc il se passe aussi, comme celui-ci qui se passe à Perpignan, enfin dans la région, sur les mésaventures d'une petite fille qui va absolument adopter un animal et à qui il arrive plein de choses. C'est parce qu'il faut qu'elle apprenne un petit peu ce qu'il faut savoir faire quand on adopte un chien. C'est pas juste je vais adopter un chien et tout ce que ça implique. Et c'est encore une histoire intergénérationnelle, parce que je crois beaucoup à l'intergénérationnel. Je crois beaucoup aussi au pouvoir des grands-parents. Parce que les grands-parents... Bon, moi, je ne suis pas grand-mère encore. Hein, normalement, je vais l'être au mois de mai. Mais je pense que quand on est grands-parents, on est débarrassé un peu de toutes les contingences qu'on a quand on est parent, de toutes les contraintes qui sont quand même très, très compliquées. Et donc, du coup, on peut beaucoup apporter à ses petits-enfants. Et ça, en tout cas, je crois à ça. Je ne sais pas si j'ai raison, mais je crois que c'est très positif. Et c'est pour ça que tous ces livres, en fait, ont ça en commun aussi, le côté intergénérationnel. Et d'un point de vue des illustrations, alors qu'est-ce qui pousse votre pinceau, avec quoi Alors, je ne sais pas, j'ai toujours plus ou moins dessiné. Mon père dessinait beaucoup. Et quand j'étais jeune, j'aurais bien aimé faire les beaux-arts, mais j'ai vite compris que je ne gagnerais pas ma vie en faisant les beaux-arts. Donc, je me suis orientée vers des études qui étaient ce qui me permettait, moi, de faire mon métier. Et je sais pas, après c'est venu d'un seul coup. C'est Romain aussi, la rencontre avec Romain Pujol qui m'a poussée. C'est un peu mon mentor. Il m'a libérée. J'ai fait cette rencontre moi il y a 4 ans. Il m'a libérée en me disant t'es faite pour ça, il faut que tu fasses ça. Et donc ça a été mon premier prof d'illustration. Et donc vous dessinez d'abord avec de la gouache ou quel type de support? Alors je fais toujours en premier un dessin crayon papier. Alors suivant les livres, j'ai fait beaucoup d'aquarelles et sinon je fais en crayon de couleur. Alors après je les photographie et après on a parlé avec le monsieur tout à l'heure, j'ai une tablette, j'ai un iPad Pro et j'ai un logiciel qui s'appelle Procreate et en fait je refais les dessins, mais parce qu'après quand vous envoyez à un éditeur, il faut lui envoyer un fichier professionnel. Donc du coup il faut que tout soit, il y a des normes en fait à respecter, des formats. Après moi j'ai suivi un stage d'illustration à l'école d'illustration Émile Coll à Lyon. C'est une école pour les professionnels, mais moi je l'ai suivi pas en faisant le cursus sur 3 ans, mais je l'ai suivi en stage en fait. Et là j'ai rencontré des gens extraordinaires. Donc ils vous apprennent en fait les codes de l'illustration pour les enfants. Il y a des choses à savoir. Il y a toujours une part de technique. Hein. Si on essaie de faire les choses par soi-même sans apprendre, on fera quelque chose, mais il n'y aura pas les codes. Voilà. Après, par contre, moi, je ne m'inscris pas dans les codes forcément des éditeurs, des gros éditeurs, parce qu'aujourd'hui, le monde de l'édition, il faut qu'ils gagnent de l'argent. Il y a 10 000 livres pour enfants qui sortent par an. C'est énorme. Dans 10 000, c'est ceux qui sortent
mais il y en a beaucoup plus qui sont envoyés aux éditeurs. Et après, ils ont des collections, donc il faut que ça rentre dans le cadre d'une collection. Et après, il y a des thèmes. Alors aujourd'hui, il y a des thèmes de société qui sont privilégiés par rapport à d'autres. Donc si vous ne rentrez pas dans ces thèmes-là, ben, vous n'êtes pas édité. Donc c'est assez compliqué en fait. Donc si on veut, moi je tiens à garder ma liberté. Alors j'ai la chance moi de trouver un éditeur à Perpignan à qui mes livres plaisaient, parce qu'il a une petite fille qui les a adorés, donc du coup ben, ça m'a facilité les choses. Mais après c'est pas facile pour un auteur d'être libre. Il y a un marché, hein, donc pour vendre quelque chose, après c'est un business pour les éditeurs. Voilà, donc du coup, ben après sinon, ben, je dessine et j'ai fait des progrès, hein, voilà. Et j'aime ça, j'adore dessiner. Et je fais de la peinture aussi à côté. Hein, et je fais de la couture et du tricot. Et là, je me régale. Et votre mentor, vous l'avez rencontré dans le cadre de votre activité littéraire? Non, pas du tout. C'est vraiment complètement le hasard. En fait, je suivais des cours de dessin. Je ne vais pas dire où, parce que c'est à Perpignan. Et ma professeure, je lui avais demandé de m'apprendre à illustrer. Elle m'a dit, ah ben non, tu n'y penses pas, c'est un métier. Elle m'a dit, bon, très bien. Donc du coup, ben, j'ai arrêté. Et à l'époque, je travaillais encore à Toulouse. Et donc du coup, j'ai cherché sur Internet un prof d'illustration. Et je vois un jeune, voilà. Ben, du coup, je suis allée chez lui la première fois. Et je découvre que c'est Romain Pujol, que je ne connaissais pas du tout. Et honnêtement, les lapins crétins, ce n'est pas du tout mon truc. Non, du coup, il s'était entouré, il avait des figurines partout, des Pikachu, de tout ce que vous voulez. Non, je suis tombée dans un autre monde, mais on a eu un coup de cœur réciproque parce qu'on parlait le même langage en fait en termes de communication. Et du coup, ben voilà, donc on va dire qu'il m'a libérée, on va dire ça comme ça. C'est chouette parce que ça m'arrivait à pratiquement 60 ans. Bon, à l'époque, j'étais encore avocate. C'était voilà, et grâce à lui, ben, ça m'a permis d'aller vers cette création. Et voilà, c'est bien parce qu'à tous les âges, on peut faire des choses. Oui, vous êtes allé au-delà du veto qui avait été. Ah oui, oui. Oui, alors ça par contre, moi je suis très... Ah oui, par contre ça c'est mon caractère, je suis comme ça. Moi si on me ferme une porte, si j'ai envie d'y aller, je vais essayer d'y aller autrement. Voilà, je vais pas aller contre, mais je vais voilà. Puis de toute façon, comment dire, on n'a rien à perdre, l'appartement c'est une passion. Voilà. Moi je suis contente quand j'ai un petit qui aime mon livre, qui vient me le dire. Voilà, quand il y a des grands-parents qui me disent je régale à lire ça à mes enfants, mes petits-enfants, voilà. Donc ça dépend ce qu'on recherche aussi. Hein. Moi, je ne recherche pas d'être Guillaume Musso. Merci. Avec plaisir. Merci à vous. Merci pour votre écoute.